Dans le précédent épisode, on a rapidement parlé de Samir Amin, un penseur d'origine égyptienne et française qui a développé une véritable critique de la pensée marxiste. Alors là, je vais faire une grosse généralité, je le sais. Mais en gros, le marxisme, c'est une pensée européenne qui a servi à critiquer l'impérialisme et le capitalisme européen. Mais cette pensée n'est pas forcément adaptée aux problèmes spécifiques des populations extra-européennes, donc les Africains, les Asiatiques, les Américains non blancs, qui sortent à peine de plusieurs siècles de colonisation européenne. D'ailleurs, dès la fin officielle de la colonisation, les Européens ont vite mis en place des systèmes d'aide au développement qui leur permettent de garder une forte influence sur le reste du monde. Et c'est pour ça qu'on doit parler de Samir Amin. C'est le penseur de référence si vous cherchez des arguments pour critiquer l'idéologie du développement et le concept même de développement. Samir Amin a influencé toute une génération d'intellectuels africains qui ont imaginé des solutions locales à la crise globale qui affaiblit le continent. Malheureusement, il nous a quittés en 2018 à l'âge de 86 ans. Mais pour expliquer sa pensée complexe, on a été à Dakar avec Mariemta Moussanang et on a rencontré un de ses proches collaborateurs, Cherif Salif Sy. Cherif Salif Sy, c'est quelqu'un de très important qui a été directeur du Forum du Tiers-Monde, qui est un économiste qui a occupé des fonctions politiques au Sénégal. Et surtout, c'est un compagnon de route de Samir Amin. Vraiment, Cherif Salif Sy, c'est celui qui fait la passerelle entre la pensée de Samir Amin et nous, aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est en capacité de véritablement nous transmettre la pensée de Samir Amin sans la dénaturer. Vous appartenez à une génération d'intellectuels militants qui a notamment été en compagnonnage étroit avec le professeur Samir Amin. Et donc, pour cela, on vous remercie vraiment de nous recevoir aujourd'hui afin de nous présenter sa pensée et nous permettre de comprendre ce qu'il a apporté comme contribution à la déconstruction du discours sur le développement. Merci beaucoup pour l'invitation. Samir est de père égyptien et de mère française, tous les deux médecins. Il a fait ses études primaires et secondaires à Alexandrie, en Égypte, et c'est après sa thèse de doctorat qu'il est venu en France pour travailler d'abord au ministère de la Coopération, aux côtés de personnes comme Charles Bettelheim et tant d'autres qui étaient dans la mouvance aussi communiste. C'est cela. Très tôt, insatisfait de cette forme d'insertion dans les affaires publiques, il a décidé de venir en Afrique pour répondre à l'appel de Modibo Keïta, qui souhaitait que certains intellectuels, comme Sékou Touré l'a fait d'ailleurs, viennent l'accompagner dans la construction du jeune Mali ou de la jeune Guinée. Modibo Keïta, c'est un personnage extrêmement important à connaître pour comprendre l'indépendance du Mali. Il est né à Bamako en 1915 et il s'est révélé pendant ses études être un farouche agitateur anticolonial et anti-français. Après la Seconde Guerre mondiale, il va cofonder l'Union soudanaise puis rejoindre le Rassemblement démocratique africain, dont on parlera dans une prochaine vidéo. Bref, il va être emprisonné par le régime colonial, mais quelques années après, il parvient à être élu au Conseil de l'Union française. Puis, il va devenir vice-président de l'Assemblée nationale sous la 4e République. C'est impressionnant pour un indigène anticolonialiste. Bref, le bricolage de l'Union française, il va s'effondrer en 1960 et Modibo Keïta devient le chef du gouvernement de la Fédération du Mali. Une fédération qui regroupe à l'époque le Soudan français et le Sénégal, mais qui va aussi se disloquer quelque temps après. Il proclame alors l'indépendance du Mali, le nouveau nom du Soudan français, et il oriente le pays vers une politique socialiste d'inspiration soviétique. C'est à cette période qu'il invite Samir Amin à venir proposer de nouvelles directions politiques. Samir s'installe pour quelques années au Mali. Après 3 ans, Samir est venu s'installer au Sénégal, où il a vécu jusqu'à sa mort en 2008. Voilà un 2018. peu sur 2018 plutôt. 2018 plutôt. Durant sa vie,
Samir Amin a développé une critique du développement basée avant tout sur une critique de la pensée de Marx. Mais pourquoi Marx? Donc pourquoi? C'est au moment de sa thèse, ayant lu auparavant très sérieusement l'œuvre de Marx, toute l'œuvre de Marx, Samir a passé son bac donc à 16 ans. Et il a continué à militer, arrêté plusieurs fois par les forces françaises en Égypte. Il est arrivé à la rédaction de sa thèse, disons, avec une grande question interpellative à l'endroit de Karl Marx, en disant que Marx, vous n'avez pas répondu à mes questions. Pourquoi le capitalisme, censé gouverner le monde, n'arrive pas, depuis 200 ans, à se répandre en Asie, en Amérique latine, en Afrique et ailleurs? Et je crois que c'est une question de fond sur laquelle je reviendrai, qui a déclenché beaucoup de choses. Il a fait sa thèse donc, sur l'étude des économies, disons, périphériques. La notion commençait à apparaître avec des personnalités comme... C'était déjà chez Robert Fossaert, la notion était là, la notion aussi était chez les pères fondateurs de l'économie et du développement. Donc Samir a décidé, pour comprendre l'évolution du capitalisme, de venir en Afrique. Déçu, 3 ans après au Mali, il s'est lancé dans une série de monographies. Et c'est le déclenchement vraiment de véritables travaux de terrain, de recherche empirique sur le terrain. Il a été par exemple en Côte d'Ivoire où il a montré que le capitalisme ivoirien n'existait pas. En fait, c'était le capitalisme tout court qui arrivait en Côte d'Ivoire. Et il a continué son parcours jusqu'au Sénégal. Donc il a écrit sur le monde des affaires sénégalais qui a suscité beaucoup d'intérêt chez le président Senghor. Samir nommé, donc, disons, pressenti pour être, en tout cas désigné comme doyen de la faculté de sciences économiques, a appelé Maître Abdoulaye Wade, qui était assistant. Et il lui a dit, non, Abdoulaye, cette place, c'est pour toi. Moi, je ne peux pas le faire. Abdoulaye Wade lui dit, non, il faut y aller, Samir. Tu peux parfaitement le faire. Tu enseignes ici. Il dit, non, moi, je suis sénégalais. Je ne suis pas sénégalais. Et je préfère mes travaux de terrain. C'est comme ça que les choses se sont passées. Il est allé donc au Conseil économique et social. Et pendant toute une période, disons sur une dizaine d'années, il a subi les foudres des services secrets français, qui le traitaient comme le maître de Senghor, le maître à penser, c'est exactement l'expression qu'il employait. On comprend pourquoi la France se méfie d'une pensée aussi différente, aussi précise qui circule dans toutes les anciennes colonies. Alors, il est temps d'expliquer clairement quelle est vraiment cette pensée. Le point de départ de Samir, c'est la critique du marxisme. Pour la raison que je viens de dire, Marx ne disait pas ce qu'il allait advenir des économies qui dépendaient des pays du Nord. Et de la même façon aussi, il ne voyait pas en Marx le progressiste dont les marxistes européens ont parlé. Pour lui, quel que fût le mérite de Karl Marx à cette époque-là, Samir considérait que Marx est resté très longtemps un eurocentriste. Et ça a suscité beaucoup de mépris, beaucoup de réactions de la part des marxistes, disons, européens, français notamment. Lui-même, il se disait pas marxiste. Il n'était ni marxiste ni marxologue. Il était là pour réfléchir, faire une critique de l'œuvre de Marx, rectifier, prolonger éventuellement. Donc il y a aussi ce malaise, ces malentendus avec ses collègues français, et ça a beaucoup joué aussi pour sa venue en Afrique. Mais il était un Africain d'abord quand même. Le sort de l'Afrique préoccupait énormément Samir Amin. Et donc, fondamentalement, il a travaillé sur des monographies. Et maintenant, sa thèse a été une grande révolution dans la pensée économique. Pas seulement dans la pensée concernant les pays sous-développés, mais sur, disons, la philosophie marxiste, la pensée économique marxiste, le développement du capitalisme. À partir de là, Samir a dit, après avoir bien étudié les pays de la périphérie, comme il les appelait, après avoir fait
une critique de l'évolution du capitalisme comme étant incapable de se répliquer. En réalité, il en a tiré une conclusion à savoir que le sous-développement et le développement, c'est les deux faces de la même monnaie. Si le capitalisme existe tel qu'il existait réellement, c'est qu'il fallait qu'il existât réellement, ce sous-développement, tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire des économies sous-développées qui n'ont aucune souveraineté sur les leviers fondamentaux qui font le développement. Il fait donc immédiatement la différence entre l'accès à la souveraineté internationale, qu'on appelle l'indépendance. Il était catégorique, c'était une indépendance au sens d'accès à la souveraineté internationale. Un hymne, vous avez un territoire, un hymne, un drapeau. Ça, je le dis à l'intention de la jeunesse qui dit on n'est pas indépendant, on est indépendant. Le problème que nous avons, c'est les leviers nécessaires pour la souveraineté. Donc, c'est des problèmes de souveraineté que nous avons. Et à l'observation, Samir a révélé que tous les grands pays industrialisés ont commencé par travailler pour la maîtrise des conditions de l'accumulation. C'est son expression. La maîtrise des conditions de l'accumulation, c'est la maîtrise d'abord des ressources minières et minérales de tout le territoire. Savoir ce qu'il y a dans le sol, dans l'air et dans l'environnement du pays. La maîtrise de la production, décider soi-même de ce qu'on produit et cibler soi-même ses propres marchés. Ne pas attendre d'être découvert ou de recevoir une offre pour écouler son arachide en France, son cacao en Angleterre, etc. La maîtrise du système bancaire, une réflexion de fond sur le financement du développement, surtout la maîtrise de la science et de la technologie et la maîtrise c'est-à-dire l'ensemble des aptitudes pour la maintenance. Samir a perçu que les pays africains, les pays dépendants asiatiques, latino-américains, africains, n'avaient pas de maîtrise sur ces leviers pour réunir les conditions de l'accumulation. Sa deuxième observation a été qu'il disait que malgré tout l'amour, toute l'estime que j'ai pour Lénine, je ne suis pas d'accord avec lui. Lorsque Lénine disait que l'impérialisme est le stade suprême du capitalisme, Samir a contre-attaqué en disant, déjà dans sa thèse, non, l'impérialisme n'est pas le stade suprême du capitalisme, le capitalisme est impérialiste dès sa naissance. Dès sa naissance, sa vocation, c'est de couvrir la planète en étant le système économique dominant dans toutes les formations sociales. Et le constat a été que, pour lui, globalement, que c'est un échec. C'est des économies qui ne sont pas de véritables parties prenantes, c'est-à-dire au cœur de la création de la richesse, de la productivité, des innovations. Non, c'était à la périphérie des grands pays industrialisés qui étaient déterminés à ne pas perdre le contrôle sur ces jeunes nations. Et malheureusement, c'est ce que nous vivons jusqu'ici. La périphérie reste des dépendances des grands pays industrialisés qui ne veulent pas en perdre le contrôle. Cela s'est aggravé ces dernières années avec l'émergence du système des Nations Unies, disons du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, globalement des institutions économiques et financières internationales qui ont pris le pouvoir de façon plus ferme face aux États. Donc, globalement, la situation, elle est celle-ci. Les pays africains ont accédé à la souveraineté internationale, ils ont leur territoire, le drapeau et l'hymne, mais ils n'ont aucune souveraineté sur les principaux leviers de développement, ni sur le système bancaire, ni sur la gestion de leurs ressources minières et minérales, ni sur le contrôle de la production, ni sur la formation et la qualification, ni sur la maintenance. Et on ne peut pas, disons, être dans une absurdité plus grande que celle, par exemple, que nous avons vécue ici au Sénégal, où pour 3 jours de panne d'électricité en 1993, il a fallu que la France nous envoie un hélicoptère avec 5 ingénieurs pour venir dépanner le système. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et c'est des choses que nous vivons, que nous continuons à vivre aujourd'hui, malgré
l'apparition d'une nouvelle forme de résistance de quelques chefs d'État africains depuis 2018. Ça aussi, il faut le dire à la vérité, depuis 2018, le président du Sénégal, le président sud-africain, le président ghanéen, ce qui est une première dans l'histoire des économies sous-développées, dans une réunion avec les institutions économiques et financières internationales et les partenaires au développement. Donc, c'est au cours de ces réunions, pour la première fois, qu'ils ont osé leur dire qu'il est temps d'arrêter cette volonté, cette détermination à vouloir, disons, contrôler l'évolution économique et sociale des pays industrialisés, des pays sous-développés, dont l'Afrique. Incroyable cette précision. C'est exactement ce qu'on continue à se dire aujourd'hui. Comment on peut en savoir plus sur Samir Amin? Il a beaucoup développé dans sa thèse, qui est devenue un livre avec l'intitulé « L'accumulation à l'échelle mondiale ». Ce livre est d'une telle importance que l'Union africaine l'avait primé. Et je dis au passage que Samir a beaucoup travaillé avec l'Union africaine. Il a été à la base de la grande conférence de 1978 sur l'Afrique 2000. Et je crois que c'est de ces propositions que sont sortis le traité d'Abuja et de tout ça. Heureusement, les Africains, les chefs d'État le lui reconnaissent. Le traité d'Abuja, c'est le traité qui a permis de créer la Communauté économique africaine, la CEA. Il est entré en vigueur le 12 mai 1994. Les objectifs de la CEA sont de créer des zones d'union douanière, d'avoir un marché unique africain, une banque centrale et même une monnaie commune pour enfin imaginer une union économique et monétaire africaine. La CEA, elle est divisée en plusieurs sous-groupes que vous connaissez sûrement. Il y a la CEDEAO, l'UEMOA, la CEMAC, bref, on est encore loin de l'union monétaire et de la lutte contre la pauvreté. Même si en moyenne, je dis en moyenne, la pauvreté s'améliore sur le continent, les plus pauvres deviennent de plus en plus pauvres et les partenaires au développement extraient de plus en plus de richesses du continent. Et ça qui m'a fait développer à la suite de ces travaux le concept de croissance appauvrissante. Effectivement, on aura l'occasion de développer. La croissance, disons, je le dis une bonne fois, la croissance appauvrissante, c'est ce type de relation qui fait que l'essentiel de la valeur ajoutée créée sur le continent est le fait de partenaires extérieurs. Parce que simplement, cette croissance ne crée pas d'emplois pour l'insertion de la ressource dont les pays africains disposent le plus. Alors que j'ai démontré que lorsque la ressource dont on dispose le plus est fortement injectée dans le développement économique et social, les taux de croissance peuvent être extrêmement bas sans que cela n'entame, disons, ne désagrège, disons, l'amélioration des conditions de vie de la société. Et c'est le cas des pays capitalistes vis-à-vis des pays sous-développés. La ressource dont ces pays disposent le plus, qui fait que la prospérité, malgré les crises, est là, c'est le capital. Et dans les pays du Sud, comme l'Afrique, la ressource dont nous disposons le plus, c'est la main-d'œuvre. Alors, tant que la main-d'œuvre restera, disons, très peu, c'est pour ça qu'on parle de croissance inclusive, restera très peu absorbée par la croissance économique, nous sommes dans une croissance appauvrissante. Parce que les travaux de Samir ont été d'abord confirmés par le MIT, en disant que s'il faut que sur la planète, chaque pays ait le même niveau de vie que le français ou l'européen, il faudrait seulement 6 jours pour épuiser toutes les ressources de la planète. C'est pour ça que Samir était contre le productivisme, cette recherche effrénée de croissance, en pensant moins au développement. Le développement, c'est simplement augmenter périodiquement la richesse créée dans un environnement, mais que soient réunies également les conditions pour que toute la population puisse y vivre digne et épanouie. Et ça, c'est la grande absence dans le développement du capitalisme. Et cet effet pervers du développement capitaliste, avec aujourd'hui la financiarisation, c'est-à-dire que dans les pays industrialisés, on dégage de plus en plus d'argent, mais de moins en moins de cet argent arrive sur le secteur productif. Ça fait que tout le monde mise là-bas sur le patrimoine
Et en oubliant l'appareil productif et ses impacts sur le chômage, la marginalisation de la femme, le refus d'accorder une bonne fois pour toutes que la femme reste au foyer et s'occuper de ses enfants, ce qui est possible, c'est ça qui fait qu'il y a un développement du quart-monde dans les pays industrialisés. Tout ça, transparaît dans les travaux de Samir. Malheureusement, comme je le dis, je le répète encore, la dépolitisation de nos sociétés est tellement avancée que le désir d'Occident, malgré la décolonisation, le désir d'Occident est encore beaucoup plus fort en Afrique. Regardez les télévisions. Toutes nos jeunes filles, toutes nos jeunes, tout le monde veut ressembler à un Américain ou à un Français. Quelles solutions concrètes pour modifier le rapport de force quand on voit l'ampleur de ce désir d'Occident et qu'on sait que la majorité des produits consommés en Afrique sont importés? 94%, c'est importé. On ne peut pas tenir. Ça, c'est des mécanismes automatiques de transfert de ressources et de devises vers l'extérieur. Il y a le piège de l'alimentation, dans lequel, par exemple, un pays comme le Sénégal est entré depuis 20 ans. Vous faites des enquêtes au niveau de la population, elle vous dira que l'arachide et le riz sont là depuis des millénaires. Alors que c'est au début des années 1900 que dans la stratégie de captation des élites, de captation et d'organiser le recul des productions céréalières locales, que le colonisateur nous a imposé ces deux spéculations. Voilà un peu la situation. C'est ça qui fait que Samir, ayant fait des monographies sur le terrain, a travaillé sur des sociétés essentiellement agricoles. Ce qui explique que son dernier livre qu'il nous a laissé, c'est sur l'agriculture. La souveraineté dans l'agriculture, dont il dit qu'il n'y a pas de doute, c'est la voie. Déjà, nous avons la preuve. Pour ce qui concerne le Sénégal, on le sait, pour le Kenya, on le sait, pour d'autres pays, on le sait, c'est l'agriculture paysanne qui produit l'essentiel de ce qui est consommé donc, par la population. Dans les derniers travaux de Samir Amin, notamment, il s'est intéressé au paysanat et à la question de savoir comment fonder un développement qui s'appuierait sur le renouvellement d'une société paysanne. Ça a du sens de vous demander de nous expliquer un peu plus précisément quelle était sa vision, parce que, je cite, Samir Amin, dans ses derniers livres, disait que nous faisons face à un défi que seule une vision audacieuse du socialisme pourra relever, et il parlait d'un socialisme qui s'appuie sur une forme de paysannerie. Et en tant qu'ancien directeur général de l'Agence nationale de conseil agricole et rural, à partir de votre travail d'expérience de terrain et des réflexions de Samir Amin, quelle est du coup cette forme de socialisme nouveau, ancré dans les réalités locales du continent que Samir Amin défendait? Ce n'est pas une forme de socialisme nouveau. Parce que le socialisme n'a jamais existé nulle part. Ça aussi, je tiens à le dire avec toute la propagande idéologique. Il n'a jamais été mis en œuvre nulle part. Les gens ont essayé de construire des branches pour le socialisme. C'est des capitalismes d'État qu'on a vus et on les a bien qualifiés pour ce qui concerne l'URSS, un capitalisme monopoliste d'État. Je ne dis pas que c'est mauvais. Un pays doit organiser d'abord son processus d'accumulation primitive. C'est ce que la Chine est en train de faire. Là aussi, on se trompe sur la Chine. La Chine n'est pas capitaliste du tout. Elle est en train d'organiser, disons, les richesses créées dans son environnement et d'organiser et de discipliner aussi son secteur privé pour qu'il n'aille pas dans les directions voulues, en tout cas qu'on a vues dans les grands pays industrialisés. Le socialisme, il vaudrait mieux dire les socialismes. C'est une perception. Le socialisme, Marx l'a dit. Marx l'a dit à une étape très importante de sa vie. Et je regrette beaucoup que les gens, surtout dans les pays développés, continuent à travailler sur le Marx, le premier Marx. Parce que le dernier Marx nous a été révélé quelques 10 années avant sa mort. C'est ce que les Anglais appellent the late Marx, le dernier Marx. C'est le Marx qui a enfin découvert les pays du Sud. Marx a découvert l'Irlande, les pays pauvres, il a découvert l'Inde, la Chine, l'Algérie. C'est un autre Marx qui a totalement décroché avec le Marx eurocentrique. Il y avait des divergences avec les autres Européens et les libéraux, mais il restait
très centré sur l'Europe et sa puissance européenne. Donc, Marx a dit à ce moment-là que les conditions, je ne peux pas définir les conditions d'émergence du socialisme ça et là à travers le monde. Les conditions d'émergence et de construction du socialisme dépendront de la vie réelle et de l'organisation sociale dans ce type de société. C'est pour ça qu'il faut assumer qu'il y ait des nuances quand même. On ne peut pas accepter qu'il y ait des nuances concernant le libéralisme et qu'on n'accepte pas qu'il y ait des nuances avec le socialisme. C'est la même chose pour les gauches. Ni chez Marx, ni chez les autres socialistes, vous ne voyez l'expression gauche. Et heureusement que nous avions pensé à ça. Parce qu'aujourd'hui, la gauche, c'est une droite. C'est ce que disent les Français, c'est ce que disent les autres. Parce qu'elle a géré depuis, disons, 1972, quand même, en Europe, globalement, près de 26 ou 28 gouvernements de gauche ont dirigé. Il n'y a pas eu de différence du tout. Donc, il y a des nuances. Le socialisme, il faut le caractériser, le socialisme que l'on veut. Je l'ai caractérisé. Le Sénégal a tenté de le faire en s'inspirant, là, non pas, disons, ils ne le diront pas ouvertement de Samir, mais de Senghor. Mais quand on connaît l'influence de Senghor sur les questions économiques, l'influence de Samir sur Senghor, on comprend. Ce qui s'est passé ici, en 1999, avec la création des structures comme l'ANCAR et autres, c'est quand même une révolution. C'est le programme qu'on appelle le POS-AOP, le programme des services agricoles et organisations paysannes. C'est ça le programme soutenu par la Banque mondiale. C'est l'aspect qui m'a beaucoup gêné. Ce programme est révolutionnaire, mais on y a donné trop de place à la Banque mondiale, ce qui fait qu'on n'était pas sorti de l'auberge. C'est la première fois que l'État du Sénégal ne pouvait plus s'enfermer et décider seul de la stratégie de développement agricole. Mais c'est les Robert Sagna qui était là comme ministre, c'était la veille de l'alternance de 2000. Il y a eu une concertation qu'on n'a jamais connue au Sénégal entre les organisations faîtières, les responsables de la recherche agricole et agroalimentaire. Organisations faîtières? Les organisations paysannes qui s'occupent de la défense des intérêts, comme le CNCR, etc., la FONGE, etc. Donc tout le monde, pour la première fois, s'est assis autour de la table pour concevoir ce PSAOP, Programme des services agricoles et en même temps des organisations paysannes. Et c'est dans ce cadre que l'ANCAR a été créé, l'Agence nationale de conseil agricole et rural, parce que le pays a tiré les leçons sur l'importance de l'innovation et la diffusion des techniques et des technologies. C'était le rôle de l'ANCAR. J'ai été directeur général de l'ANCAR. L'ANCAR ne finançait pas, l'ANCAR n'investissait pas. L'ANCAR, c'était les cerveaux. Les cerveaux, disons, la désalinisation des sols, la récupération des terres perdues, etc. Innovation, sciences et technologie. Et à côté de l'ANCAR, on a renforcé le pouvoir des organisations paysannes et du monde rural en leur donnant un bras armé qui était l'ASPRODEP. Et il y a eu l'ITEA, il y a eu l'ISRA. Cette dynamique, nous ne l'avons jamais connue. Et il y a le Fonds national agricole et agroalimentaire dont je suis membre du Conseil. Donc, pour définir les projets que nous accueillons, que nous recevons de façon très démocratique, c'est ouvert, on les traite et on finance les organisations qui méritent de l'être. Et la force de ce dispositif, c'est que l'ANCAR, par exemple, ne peut pas décider de développer tel projet. L'ITEA, l'ISRA ne peuvent pas. Il faut que cela provienne des organisations paysannes. Je crois que c'est véritablement une révolution. Et le pays a été maillé pendant longtemps avec ce dispositif qui fonctionne toujours. Et malheureusement, je l'ai dit, ça a été une grosse erreur, c'est mon avis, de donner cette place pour le financement à la Banque mondiale. Et c'est effectivement quand la Banque mondiale ne voulait plus financer ce dispositif que le programme a commencé à péricliter. Mais les restes sont toujours là et les restes sont valables. C'est ça, c'est ce type de démarche que j'appelle, moi, le socialisme. Je crois que ça, c'est une révolution. Le socialisme, il faut sortir de l'idéologie, comme disait Marx, l'idéologie, cette affaire qui consiste
à cacher, à camoufler, à ne pas dire carrément ce qu'on veut réellement, mais percevoir l'idéologie, disons, autrement. L'idéologie, c'est rien d'autre que l'ensemble de réflexions et de démarches pour, disons, valider, en tout cas, pour valider le projet de société que l'on souhaite. C'est ça l'idéologie. Pour légitimer, en tout cas, l'idéologie, c'est comme un plan d'architecte. Le plan d'architecte, avant la construction, l'architecte vous fait, vous le payez, mais vous vous cachez dans la famille, mais tous les soirs, avant de dormir, vous regardez le plan. C'est ce qui vous donne envie de travailler, ce qui vous donne envie de réaliser votre projet. C'est ça la véritable signification de l'idéologie. En tout cas, voilà les pistes pour un autre développement. Si le mot socialisme gêne, je sais qu'il gêne, socialisme, impérialisme, capitalisme, quand vous le dites, je le dis souvent, les gens commencent, certaines personnes à avoir des urticaires, ils se grattent partout, mais c'est la marche du monde. C'est la marche du monde. Toutes les restructurations que nous observons au sein de la Banque mondiale, du Fonds, des partenaires au développement, ce ne sont rien d'autre que de la valorisation d'expériences ou de propositions socialistes. C'est rien d'autre. Ça, le système le fait parce qu'il veut se défendre. Il veut perdurer, il les absorbe. Et pourvu qu'ils finissent par tout absorber. Et à ce moment-là, nous serons dans un autre monde, un monde où ce ne seront pas les Bilderberg qui décident à la place des peuples, etc. Un monde où les chefs d'État, dans la plupart des pays, ne seront pas des rois tout-puissants. Je crois que c'est la direction. Pour moi, c'est ça le socialisme. Une société imprégnée de la science et de la technologie, qui crée cumulativement et durablement de la richesse, et une société où n'importe qui vit de façon épanouie et de façon digne. C'est ça. On a bien compris sa vision du socialisme, mais ça paraît difficile de se projeter tant le contexte africain est limité par les politiques et les idéologies occidentales. Pour finir l'interview, Cherif Salif Sy nous a lancé sur un sujet qui fâche. J'ai fait exprès de terminer sur le franc CFA pour ce qui nous concerne. Tous les chefs d'État africains, je l'ai fait dans plusieurs articles, je l'ai écrit, ont vécu un malaise profond avec le franc CFA. J'avais 60 indépendances, 66. Les chefs d'État décident de commettre un expert pour étudier la situation du franc CFA parce qu'ils n'étaient pas à l'aise. Ils sentaient qu'il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas entre les mains, c'est-à-dire les leviers de la monnaie. Et je ne vais pas dire que la monnaie est plus important que toute autre chose. Moi, je pense que la monnaie, c'est un levier économique comme les autres. C'est un levier d'abord droit. La monnaie, d'abord, c'est une affaire juridique, ce n'est pas une affaire économique. C'est pour ça que je suis contre ces dérives technocratiques ou tout ce qu'on veut. Les peuples africains, dans cette partie, soulèvent la question de monnaie en termes de perte de souveraineté, c'est-à-dire et de levier pour l'activer. Donc, les chefs d'État décident de commettre un expert, ils font leur appel d'offres, et l'expert qui a été retenu, c'était Samir Amin. Samir a fait des formulations et qu'ils ont trouvées pertinentes. Ils ont validé 2 de ses études. Et malheureusement, 2 chefs d'État que nous connaissons tous, sans que j'ai besoin de les nommer, ont refusé de valider les résultats de cette étude. Et ces 2 chefs d'État, c'était le président Senghor et le président Houphouët-Boigny. Mais Senghor lui-même, en 1974, dans un entretien à Jeune Afrique, concernant le franc CFA, sur lequel il était interpellé, a répondu aux journalistes « Il faut à la vérité vous dire que si nous disons à nos peuples par rapport à cette affaire que nous sommes indépendants, nous lui mentons. » Et on s'arrête là pour cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir l'interview complète de Cherif Salif Sy, rendez-vous sur le podcast Afrotopic. Nous, on se retrouve dans une semaine pour une discussion qui ouvre de nouvelles pistes de réflexion surprenantes. On est allé rencontrer Fatou Sow, une sociologue sénégalaise qui nous parle du rôle des femmes dans la critique de l'idéologie du développement. Écologie, économie,
Féminisme pensé depuis l'Afrique, c'est la semaine prochaine sur Histoire Crépue et sur le podcast Afrotopique. Cette série a été réalisée avec Marie Emta du podcast Afrotopique. Je vous conseille d'aller découvrir le travail gigantesque qu'elle réalise depuis 4 ans pour vous faire découvrir la complexité des alternatives politiques africaines. On a besoin de vos commentaires et de vos partages pour que le maximum de personnes soient au courant de ces histoires. Donnez-nous votre avis, vos analyses, posez-nous vos questions et on se dit à la semaine prochaine pour découvrir la suite de cette série de l'été. Ciao, ciao, ciao!